Colin Bourgeois aime les gens et la vie. Il est doué pour la communication. Il aurait pu choisir le métier d'annonceur à la radio à Timmins, où il est né. Il opte cependant pour les services funéraires et se dirige vers Toronto au collège Humber. Un choix qui pourrait sembler un peu contradictoire. Mais pour Colin Bourgeois, rendre service, participer et s'engager dans la vie communautaire lui vient de façon naturelle. Il a passé la majorité de sa carrière à la coopérative funéraire de Sudbury à titre de directeur général. Il se lance en affaires et devient propriétaire du salon funéraire Théoret-Bourgeois à Nipissing-West en 2005. Franco-ontarien aux racines acadiennes, il a été président du mouvement Richelieu International. Habile stratège, il a été maire de la municipalité de la Rivière-des-Français. Colin Bourgeois a reçu plusieurs prix au fil des ans, dont une médaille commémorative du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Les pertes, les transitions, ça fait partie de la vie, puis j'en suis très à l'aise. Colin Bourgeois, bonjour. Bonjour, Rachel. Merci de nous accueillir chez vous ici à Field. Un grand plaisir. Je veux commencer avec vous d'abord en fracassant un stéréotype. Oui. On pense parfois que les gens qui travaillent dans le domaine des services funéraires, Oui. qui côtoient la mort, sont des gens timides et parfois introvertis. Êtes-vous une exception, Colin Bourgeois? C'est pas moi du tout, Rachel, c'est pas moi du tout. J'aime trop la vie, j'aime trop les gens, on s'amuse. Parlez-nous, comment avez-vous choisi votre carrière, justement? Moi, c'est arrivé un peu par accident. Pendant mes années à l'école secondaire, j'ai fait de la radio, puis j'avais un grand amateur de musique country qui appartenait à un salon funéraire. De la chaîne de famille de Guénette à Kapuskasing, qui avait le salon funéraire à Hearst, à Kapuskasing et à Timmins. Paul-Émile Guénette m'appelait régulièrement puis disait « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au poste? Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté en fait de musique? » Alors, on s'assoyait, on écoutait de la musique dans la discothèque dans le temps à CFCL. Puis, à un moment donné, Paul-Émile me dit « Bien, écoute, si tu n'as rien à faire ce soir, viens accueillir les gens, viens recevoir des messes et des dons. Viens t'asseoir au bureau, jaser les gens. » Alors, j'ai commencé à faire ça. Ça a été ma première expérience dans le domaine funéraire. Vous avez choisi, vous êtes retrouvé au Humber College à Toronto. Oui. Changement géographique et linguistique. Oui. Comment c'était de faire vos études en anglais? Ça a été tout un choc. Le petit gars du Nord qui parlait à peine anglais, qui n'avait jamais étudié en anglais, qui arrive à Toronto au collège Humber. Et dans une des premières séances, l'enseignante nous a dit qu'on avait une dissertation dans le temps. On disait 18 000 mots qui étaient dus dans 3 semaines. En anglais? En anglais, s'il vous plaît. Oh, ça, c'est pas évident, là. J'ai dû pédaler. Et puis, vous vous êtes quand même bien tiré d'affaire en utilisant quelques travaux de collaboration, déjà que la collaboration était au rendez-vous. J'ai toujours été un gars de réseau. Vous allez voir, j'étais un gars très simple. J'ai pas de grandes connaissances ni de sagesse infuse, mais je m'entoure de gens qui savent mieux que moi. Alors, j'ai recruté des gens dans d'autres cours au Collège Humber, soit en soins infirmiers ou autres. Puis je me suis dit, garde, moi, je vais écrire ma dissertation en français, aidez-moi un peu. Puis après ça, je vous paierai pour la traduire. Puis la troisième, mais toi, tu vas le dactylographier parce que dans ces années-là, c'était ça. Alors, c'était un travail d'équipe. Ça nous a pris 3, si pas 4 personnes pour préparer une dissertation, mais j'ai réussi avec au-dessus de 90 %. La détermination. Oui. Vous vous êtes par la suite retrouvé à travailler à Ottawa, une ville que vous avez bien aimée, mais là aussi, je pense que vous avez eu un genre d'éveil linguistique. Qu'est-ce que c'était à ce niveau-là? Au début des années 80, moi, je croyais qu'Ottawa aurait été pour moi la grande trouvaille. Il y aurait eu là-dedans toutes sortes de belles choses en français. Puis je suis arrivé un peu déçu. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment pas ce que je m'attendais, là. Les francophones, ben, on nous y poussait de temps en temps pour nous envoyer notre bureau, rencontrer les gens, faire un peu de relations publiques, mais en majorité du temps, là, il n'y a pas une grande signification à notre culture et à notre langue. À un moment donné, les gens du Nord sont venus vous recruter. Vous avez travaillé à la coopérative funéraire de Sudbury. Oui. Vous y avez passé une bonne partie de votre carrière. Racontez-nous ces années-là, comment ça s'est passé à la Des coopérative belles funéraire. années de formation, c'est incroyable. J'étais bien installé dans la région d'Ottawa, puis je m'accoutumais un peu d'être là dans le décor, mais pas plus que ça. Lorsque des gens du Nord ont téléphoné dans les années 84, Denis Rochon, qui était président du conseil d'administration de la coopérative funéraire Sudbury, m'appelait. Il avait entendu dire qu'il y avait un petit francophone qui se débattait là, dans l'Est ontarien, puis qui peut-être s'ennuyait un peu du Nord.
Mais ma Oh! famille est encore dans le Nord. Puis papa avait travaillé fort dans le Nord. Puis papa avait bien voulu que ses enfants réussissent. Alors j'appelle papa un bonsoir. Je lui dis, papa, là, j'ai un offre incroyable là, de la coopérative funéraire de Sudbury. Papa n'était pas enchanté de ça du tout. Comment ça? Encore dans ces années-là, le Nord représentait peut-être moins d'occasions économiques, moins d'avancement dans une carrière. Alors j'ai fait la promesse à papa, écoutez, papa, je vais prendre un contrat de 3 mois. Puis je vais aller travailler à Sudbury. Je vais voir ce que je peux faire pour la coopérative funéraire et avec la coopérative funéraire. Puis je vous en reparlerai. Bien, 23 ans plus tard, je suis encore là. 23 ans. Oui. Puis ça a été le début de ma carrière, en fait. Puis je dois aux gens de Sudbury, de la région de Sudbury, et à la coopérative funéraire, toute ma carrière professionnelle. C'est vraiment là que ça a éclaté mon affaire. Il y a eu une date d'éclatement également en 2005. Vous avez décidé de vous lancer en affaires. Vous avez acheté votre Oui. propre salon funéraire. Parlez-nous du contexte. Pourquoi, à ce moment-là, et décrivez-nous un petit peu votre entreprise. Bien, j'arrivais à 48 ans dans le temps, alors un petit peu la crise d'identité, puis se dire on est où, on fait quoi et combien d'années de prospérité qu'il nous reste. Et puis je me suis dit, bien, c'est le temps de me lancer en affaires moi-même. Une décision très difficile parce que d'abord, j'avais mes attachements, mes racines dans la région de Sudbury. Alors je me suis dit, si je dois partir à mon propre compte, je vais aller me trouver une communauté franco-ontarienne. Alors, j'ai fait l'Est ontarien encore, j'ai fait le Nord Ontario. Puis c'est à ce moment-là que je suis arrivé ici à Sturgeon Falls. Et puis je me suis dit, bon, regardons ça, il y a une belle communauté francophone. Je me sentais un peu comme un vieux curé de paroisse qui faisait seulement que changer d'église, mais les noms de famille, c'était les mêmes, la parenté, c'était toute la même. Alors, si je rencontrais des Paquettes à Sturgeon Falls, c'était les mêmes Paquettes, frères et cousins des Paquettes à Sudbury. Alors, c'était pas un grand changement pour moi. Le commerce, était purement francophone à 95 % Alors, la langue, la culture, la foi, c'était tout là. Mais la société a évolué et en 30 ans, votre domaine aussi a beaucoup changé. Quelles sont certaines des modifications, des changements qui s'est opéré dans votre domaine? Bien, je vous dirais que si mon tuteur, Paul-Émile Guenette, pouvait voir le domaine funéraire aujourd'hui, il ne se reconnaîtrait pas du tout. C'est incroyable. Nous, notre industrie est très traditionnelle. C'est basé sur la foi, sur la famille, sur la communauté. Bien, il n'y a pas une grande discussion à se faire sur la foi. Il y a une grande discussion différente à se faire sur la famille et la communauté, mais la communauté s'identifie elle-même par ses propres valeurs. Alors, je vous dirais que ça a beaucoup évolué. Nos familles ne sont plus ce qu'elles étaient, nos valeurs communautaires ne sont plus ce qu'elles étaient. Et la foi est transportée maintenant vers une spiritualité. Alors, de dire qu'on veille au salon 3 soirs, qu'on a une pleine messe à l'église avec diacre, sous-diacre et 6 chandelles qui brûlent, c'est pas là. Le taux d'incinération est rendu à 82 vis-à-vis peut-être 2,8 dans les années 80. Ça a complètement évolué. Et d'ailleurs, vous-même, vous vous êtes recyclé, vous êtes retourné aux études récemment pour faire une licence pour être opérateur d'un four crématoire. C'est exact. Il a fallu que je me transforme à nouveau à 56 ans. On retourne sur le banc d'école, puis on va prendre une nouvelle formation pour apprendre de nouvelles choses. Et je l'ai fait parce que c'est ce qu'on me demande. Si je dois suivre le courant des choses, je dois absolument me garder à la première page. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais l'histoire le veut encore. Je suis retourné sur le banc d'école, encore en anglais. Ça n'a pas de sacré bon sens. J'étais assis là, puis j'écoutais les gens parler. Je me dis, oh, ça se dit comment ça en français encore? Ça se fait comment ça en français? Alors, prochain défi, il va falloir préparer un autre plan de cours, puis description, puis enseigner cette matière-là en français. Ça fait que ça ici, c'est l'emplacement du studio. C'est l'accueil du studio où tout le public vient nous adorer. Ah oui, je peux comprendre qu'il t'adore, hein? Oui, moi aussi. Et c'est notre studio. Oui, Vous voyez que les consoles ont changé un peu, un tout petit que peu. l'équipement a changé depuis quelques années. Mais en fait, c'est ça. C'est notre lieu de travail. Nous sommes ici à la radio Le Loup. Vous êtes collaborateur Depuis 3 mois seulement, je suis bénévole collaborateur. Oui, vous êtes revenu à vos premières amours de faire de la radio. 35 ans après, je suis revenu à la radio, oui. Et est-ce que le pli est revenu instantanément? C'est que ça a beaucoup changé. Il n'y avait pas d'informations à ce moment-là qui nous arrivaient par des ordinateurs. Il y avait des téléscripteurs, il y avait 2 tables tournantes avec des disques en vinyle, des cassettes lectrices 8 pistes. C'est pas là. Les éphémérides de la journée, mesdames et messieurs, c'est le temps d'apprendre, Colin. Oui. On fait des retours dans l'histoire, comme qu'on aime faire de temps en temps. Hein? Ah, mon Dieu, c'est donc intéressant.
Colin Bourgeois, vous êtes né à Timmins. Vous avez grandi dans une petite ville bilingue du nord de l'Ontario. Vous avez fait votre école en français et en anglais. D'ailleurs, vous avez fréquenté l'école secondaire Thériault, la première école secondaire publique de langue française. C'est exact. Vous avez échappé au high school anglais. Oui. Expliquez-nous l'importance pour vous d'avoir pu justement faire toute votre éducation en français. Mais pour moi, c'était de première nature, parce que nos parents, papa est né au Nouveau-Brunswick. Alors, quand il est arrivé en Ontario, il parlait à peine l'anglais. Il a rencontré et marié maman qui parlait à peine français. Alors, chez nous, ça a toujours été bilingue. Maman disait quelque chose en anglais, puis on le répétait en français ou à peu près pour papa, puis on le jouait des tours longtemps. Mais papa nous avait clairement dit qu'il fallait s'éduquer en français d'abord, sans toutefois oublier la contrepartie que de s'assurer d'être bilingue, parce qu'en Ontario, dans ces années-là même, il n'y avait aucune chance de seulement qu'être unilingue francophone. Alors, on nous a inscrits dans des écoles francophones tout le long, et ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup valu, parce que on pouvait vivre en anglais à la maison, mais penser, parler et vivre en français aussi en communauté. Alors, ça a été la première nature pour nous, la francophonie. Vous avez une facilité avec la parole, la communication, bon sens de l'humour. D'ailleurs, votre première carrière ou premier emploi, c'était à la radio à Timmins. Oui. CFCL, Canadien-Français, Conrad Lavigne. Oui. Parlez-nous de cette aventure. Le grand pionnier Conrad Lavigne. Comment comprendre que je me suis ramassé à CFCL? Ça doit être le don des dieux. Ça doit être aussi les gens en orientation à l'école secondaire Thériault dans le temps qui ont dit, lui, sur le banc d'école, il est pas fort, mais il parle. Alors, à un moment donné, on m'a suggéré d'aller faire un tour à la radio parce qu'il cherchait un animateur, un technicien dans le temps, ou peut-être même nouvelliste, scripteur qu'on appelait. Alors, je suis allé faire un tour à un moment donné, puis les gens ont dit, bon, ben, tu parais pas bien, ma radio, ça paraît pas, mais tu parles. Alors, regarde, on te donne un petit poste de rien. J'écrivais des nouvelles. Bon, puis encore là, mon vieux métier commence à me rentrer dans le corps parce que les salons funéraires appelaient, puis ils nous dictaient au téléphone des avis de décès, des nécrologies. Alors moi, j'écrivais ça, puis j'étais le seul au poste qui pouvait lire les avis de décès sans commencer à rire. D'ailleurs, on vous avait conseillé à un moment donné de laisser l'école. Oui, je pense que c'était une façon discrète des gens en éducation pour me dire, t'es pas fort, mon pit, là, tu peux faire d'autres choses, mais pas avec ton cerveau. Alors, ben, j'ai dit non, ça se peut pas. Là, la radio, pour moi, ça a été plaisant, ça a été amusant, mais c'était un passe-temps. Il n'a jamais été question pour moi de gagner ma vie à faire ça, là, parce que c'était quand même assez éphémère. Là. Nous, dans le nord de l'Ontario, à CFCL, on était les meilleurs animateurs radio qu'il y a jamais eu. Là. Mais de temps à autre, il y avait un réchappé de Montréal ou de Radio-Québec qui nous arrivait dans le Grand Nord, puis passait au poste. Puis là, ça parlait très bien, puis ça avait un vocabulaire à tout casser. Là. Ça avait mangé le petit Larousse ce matin-là. Et on perdait notre poste. Par l'après-midi, on n'avait plus de travail parce que le monsieur parlait mieux. Moi, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Pas d'avenir là-dedans, mais beaucoup de plaisir. Alors, j'ai dit, ouais, il faut faire d'autres choses. Donc, vous n'avez pas choisi la radio, mais vous avez quand même choisi la francophonie. C'est-à-dire que dans vos nombreuses activités de bénévolat, vous vous êtes retrouvé à un moment donné président du mouvement Richelieu International. Racontez-nous un peu quelques-unes des fonctions. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes président international du Richelieu? 1, on fait la promotion de la francophonie. 2, on s'assure de toujours garder dans notre mire l'enfance malheureuse, l'enfance défavorisée, et de s'assurer que tous les fonds accumulés vont vers l'enfance. Alors, la première devise de paix et de fraternité, je l'ai vécue toute ma vie. J'ai toujours tenté d'accepter les gens tels qu'ils sont, puis de les rencontrer dans leur propre milieu, avec un volet tout particulier pour la francophonie. C'est très évident. Alors, le mouvement Richelieu a été pour moi là, une grande aventure, une belle aventure, où j'ai pu voyager le Canada, les États et l'Europe au nom de la francophonie, et rencontrer des gens qui parlent cette belle langue, mais avec différentes intonations, différents accents. Vous avez eu l'occasion de vivre un moment très touchant en Normandie, Oui. qui a un lien familial. Oui. Vous parliez de votre père tout à l'heure. Racontez-nous cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé sur les plages de la Normandie pour vous? Oui, bien, c'est que pendant ma tournée européenne, j'ai visité des clubs dans leur propre village pour s'asseoir à leur table et déguster avec eux les mets de la région. Puis à un moment donné, les gens savaient que ma tournée m'apportait en Normandie. Alors, moi, j'avais l'horaire du jour un peu. On se présentait là. J'avais un petit discours à faire au bureau de M. le maire, du préfet, et ensuite de signer le livre d'or pour la grande visite qui se promenait un peu partout. À ma grande surprise, j'arrive en Normandie, puis M. le maire commence à me parler de la famille Bourgeois, qu'il connaissait le nom, qu'il avait fait ses recherches, et c'est grâce au Richelieu Claude Lajon qui avait préparé ma venue.
qui avait conté que mon père avait été en Deuxième Guerre mondiale et il s'était rendu en Normandie. Puis, en fait, débarqué du bateau, puis il s'était rendu sain et sauf, Dieu merci. Alors, à un moment donné, on commence à faire la tournée du village, puis on nous amène sur les plages. À un moment donné, je me suis dit, ouais, ça, il y a quelque chose dans l'air. Ça sent drôle. Il y a un air de famille dans ce bout-ci. On a commencé à me compter et me démontrer sur un document que papa, justement, ils ont retracé ces trajets que papa avait, en fait, débarqué sur les plages et puis qu'il était sain et sauf. Et puis, à un moment donné, il a fait son séjour en Normandie. Et puis, je voyais ça dans les livres, dans les journaux de la place. Ça m'a ému, ça a beaucoup ému. J'ai pas pu dire grand-chose. Lorsque les caméras se sont fermées puis les gens se sont revirés pour aller vers la réception, j'ai eu l'instinct de prendre mon téléphone cellulaire qui fonctionnait encore et j'ai appelé ma petite sœur à Timmins. Qu'est-ce que vous lui avez Puis raconté? je lui ai dit, ma belle, t'as aucune idée où je me trouve. Elle a dit probablement Sudbury. J'ai dit du tout. Je suis en Normandie, je suis sur les plages où papa est arrivé dans les années 40. Puis là, ça a été un moment de silence. Ça a été tellement touchant qu'on a pleuré. Alors, j'ai trouvé ça très émouvant. Puis pour moi, ça a été un moment là, le plus célèbre de ma vie. Maintenant, on va passer à la salle de sélection où on vous offre différents modèles et sortes de cercueils. Est-ce que les gens sont quand même timides de discuter, par exemple, des prix ou des modèles? Plus nécessairement. Les gens, maintenant, sont habitués à savoir que la mort fait partie intégrale de la vie et qu'à un moment donné, c'est une nécessité. Alors, les gens vont nous demander mais de quelle sorte de bois sont faits vos cercueils, quels sont les différents prix, quels sont les différents modèles et à quoi ils servent en plus. Si on regarde à plus long terme, comme vous le disiez, la mort fait partie de la vie. Colin Bourgeois, vos funérailles à vous, Oui. ça va être comment? Est-ce que vous y pensez? Ah, c'est grandiose et c'est déjà préparé bien d'avance. En fait, on se trouve devant le modèle même qui saura m'accueillir. Non, il n'y a aucun problème avec ça dans la vie. Sachez que les pertes et transitions, ça fait partie de la vie, puis j'en suis très à l'aise. De sorte que ma parenté et mes familles savent que le cercueil de choix est là. Et tantôt, vous verrez que même le monument est en place au cimetière. Il ne reste qu'à ajouter la date du décès. Je suis à l'aise avec ça, j'ai bien compris. Lève-toi tous les matins et fais de ton mieux. Fais ce que tu peux. Puis si tu te lèves pas le lendemain matin, mais tu auras quand même tout accompli. Au début des années 2000, vous avez fait de la politique municipale. Vous avez été maire de la municipalité de la Rivière-des-Français. Expliquez-nous pourquoi l'attrait de la politique. En fait, quand on a ça dans le sang, on l'a dans le sang. Puis je me suis toujours mêlé de ce qui me regarde, puis plus souvent qu'autrefois, ce qui me regarde vraiment pas. J'allais le dire, mais j'osais pas. Non, vous êtes discrète, puis je l'apprécie. Merci. Mais dites-vous que lorsque j'arrive en communauté, tout m'importe, tout m'inquiète. Alors, je suis arrivé dans la région d'Alban et un beau chalet sur le bord de l'eau tranquille. Puis j'entendais dans le village des petits problèmes ici et là, des chemins chaotiques, des calvrettes écrasées. Mais pire, c'est lorsque je me suis rendu à la Sainte-Messe le dimanche matin, puis la petite sœur en charge de la paroisse nous a annoncé que le cimetière municipal, c'est-à-dire le cimetière catholique de la paroisse, devait se rendre à la municipalité parce qu'on avait perdu le contrôle. Notre fonds de soins perpétuels n'était pas à date. On était pour perdre notre cimetière catholique paroissial. Je suis allé voir la petite sœur après la messe. Donnez-moi vos dossiers, ma chère, je vais tout vous organiser ça. Alors, j'ai pris 3 semaines et un mois à préparer les documents, puis les mettre en ordre. Alors là, il n'y avait pas de risque de perdre notre cimetière local. Mais je comprenais aussi qu'on venait d'amalgamer la grande municipalité de la Rivière-des-Français, qui comprenait Alban, Noëlleville, Monnetteville et d'autres petites municipalités. Je suis allé voir le maire du jour et je lui ai dit, Monsieur Maillet, Claude de son Claude petit de nom. son petit nom. Heureux êtes-vous de recevoir mes visites aujourd'hui parce que vous recevez en héritage un cimetière local. Bon, Monsieur le maire, pas félicitations. fort intéressé là-dedans, il me dit, mais qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? Bien, vous allez en apprendre, Monsieur le maire, voyez-vous. Alors, ça a été là un peu là, mon introduction, si vous voulez. Je me suis présenté au bureau municipal, puis là, bien, vous voyez mon humilité qui est déjà devant moi. Puis on dit, mon Dieu, il est un peu trop fort, cet homme-là. Là, il en parle trop comme s'il connaît ça, puis il aime ça. Puis il y avait un poste à combler pour le quartier numéro 1 à un moment donné. Bon. Alors, je vous dirais que ce sont les morts qui m'ont rentré en politique parce que c'est grâce au cimetière. Alors, voyez-vous?
Vous avez aussi été membre de l'AFMO, l'Association française des municipalités de l'Ontario. C'est exact. Est-ce que les francophones, les franco-ontariens, ont un poids politique réel? On veut le croire, on veut prendre notre place au soleil, mais c'est pas évident. Puis, puisqu'un conseil municipal est très éphémère, ça risque de changer à tous les 4 ans, puis on nous balaye du revers de la main. À chaque fois qu'on prend un pied d'avant, puis on s'installe bien comme il faut, puis on vient chercher tous les services, puis on s'implante sur tous les comités, bien, vient notre élection, puis nos gens perdent leur poste, puis le travail est à recommencer. Alors oui, l'AFMO fait un beau travail au nom des municipalités francophones de l'Ontario, mais on n'est pas encore rendu au point où on nous reconnaît à notre juste valeur, puis ça, c'est simplement mon opinion. Il y a d'autres choses à faire. Plusieurs dossiers vous tiennent à cœur, la santé, l'éducation. Vous avez reçu l'année dernière un diplôme honorifique en santé du Collège Boréal. Quel est votre lien avec le Collège Boréal? Bien, mon lien avec le collège existe bien depuis que le collège existe, en fait. On se souvient dans les années où le Collège Cambrian à Sudbury était un collège bilingue et on préparait l'avenue du Collège Boréal. On devait se trouver des programmes, on devait se trouver des cours, des plans de cours et aller recruter des étudiants. Et à un moment donné, Gisèle Chrétien et Guy, qui étaient en charge du secteur francophone, cherchaient des programmes à enseigner. Et j'ai dit, bien oui, le cours de formation en service funéraire que j'ai dû subir dans les années 70. En anglais? En anglais, s'il vous plaît. On va aller chercher ce programme-là. On va le traduire. On va l'enseigner. Alors, ça a été mon premier lien avec le Collège Boréal, c'est de préparer un plan de cours, c'est d'aller chercher ça au ministère et de s'assurer que ça se faisait bien. Ce que j'avais oublié là-dedans, c'est que ça prenait quelqu'un pour l'enseigner. Ah, tiens. Bon. Alors, me voilà rendu enseignant. De peine et de misère, me voilà comme enseignant au Collège Boréal au tout début, et ça m'a fait grand plaisir. À un moment donné, c'est devenu beaucoup trop. J'avais quand même mon travail à la coopérative funéraire comme directeur général dans le temps. Alors, on est allé recruter, on a embauché dans les années 80 Normand Blanchard, qui nous arrivait de la région d'Ottawa. Et Normand a chapeauté le cours pour plusieurs années. Colin Bourgeois, d'où vous vient votre sens du devoir de vous retrousser les manches? Ça vient d'où, ça? Je ne sais pas du tout. C'est peut-être une insécurité personnelle qui fait que je veux être aimé. Puis je suis allé prendre l'antidote de ça quand je suis allé en politique. Je me suis aperçu que c'est pas à la place de se faire un beau caractère puis de se faire aimer par tout le monde. Il y a des gens qui m'ont appelé des noms bibliques que je vous répéterai pas, mais j'ai appris à prendre ma pilule puis me faire dire, bon Dieu, c'est pas tout le monde qui me trouve beau et intelligent. Ben, j'ai dit, bon, coudonc, on va accepter qu'il y a des gens qui sont différents que moi. Mais en majorité, à mes yeux, tout le monde est égal, tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis tout le monde a une part d'intelligence. Mais je voudrais qu'il y en ait qui s'en servent un petit peu plus. Dans ce sens que, pas que c'est négatif, mais il y a des gens qui ont du potentiel incroyable, qui sont assis dessus, puis font rien. Font rien. Et puis, on pourrait aller chercher ces gens-là, puis dire, regardez, là, il y a un centre de santé à ouvrir dans votre communauté, allez-y. Il y a un poste de radio francophone qui a besoin de bénévoles, lancez-vous. En politique, ça nous prend, puis néanmoins, vos couleurs politiques, ça ne me regarde pas, mais j'aime le rouge. C'est de même. Il faut se lancer, il faut y aller, il faut faire quelque chose. Et comment allez-vous investir votre énergie et votre temps dans les prochaines années? Bien, je sais qu'ici, dans la région, j'ai à bâtir mon crématorium. C'est mon prochain projet. Comme je vous ai dit tantôt, je suis allé chercher ma licence et je suis prêt, c'est mon nouveau projet. On va aller chercher 1,5 million, puis on va investir dans un crématoire, puis on va faire ça pour les prochains 4-5 ans. De la politique, on se dit jamais non. C'est péché, mais c'est ça, on aime ça de même. La vie publique, on verra ce qu'on nous offre. Des comités, des présidences, mal pris, appelez-moi, là, mais trouvez-en d'autres avant moi, c'est sûr. Merci beaucoup, Colin Bourgeois. Plaisir. Première séance, l'enseignante nous a dit qu'on avait une dissertation dans le temps. On disait 18 000 mots qui étaient dus dans 3 semaines.
En anglais. En anglais, s'il vous plaît. Oh, oh, ça, c'est pas évident, là. J'ai dû pédaler. Et puis, vous vous êtes quand même bien tiré d'affaire en utilisant quelques travaux de collaboration. Déjà que la collaboration Oui. était au rendez-vous. J'ai toujours été un gars de réseau. Vous allez voir, j'étais un gars très simple. J'ai pas de grandes connaissances ni de sagesse infuse, mais je m'entoure de gens qui savent mieux que moi. Alors, j'ai recruté des gens dans d'autres cours au Collège Humber, soit en soins infirmiers ou autres. Puis je me suis dit, garde, moi, je vais écrire ma dissertation en français, aidez-moi un peu. Puis après ça, je vous paierai pour la traduire. Puis la troisième, mais toi, tu vas le dactylographier parce que dans ces années-là, c'était ça. Alors, c'est un travail d'équipe. Là. Ça nous a pris 3, si pas 4 personnes pour préparer une dissertation, mais j'ai réussi avec au-dessus de 90 La détermination. Oui. Vous êtes par la suite retrouvé à travailler à Ottawa. Habile stratège, il a été maire de la municipalité de la Rivière-des-Français. Colin Bourgeois a reçu plusieurs prix au fil des ans, dont une médaille commémorative du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Les pertes et transitions, ça fait partie de la vie, puis j'en suis très à l'aise. Colin Bourgeois, bonjour. Bonjour, Rachel. Merci de nous accueillir chez vous ici à Un Field. grand plaisir. Je veux commencer avec vous d'abord en fracassant un stéréotype. Oui. On pense parfois que les gens qui travaillent dans le domaine des services funéraires, Oui. qui côtoient la mort, sont des gens timides et parfois introvertis. Êtes-vous une exception, Colin Bourgeois? C'est pas moi du tout, Rachel, c'est pas moi du tout. J'aime trop la vie, j'aime trop les gens, on s'amuse. Parlez-nous, comment avez-vous choisi votre carrière, justement? Colin Bourgeois aime les gens et la vie. Il est doué pour la communication. Il aurait pu choisir le métier d'annonceur à la radio à Timmins, où il est né. Il opte cependant pour les services funéraires et se dirige vers Toronto au Collège Humber. Un choix qui pourrait sembler un peu contradictoire. Mais pour Colin Bourgeois, rendre service, participer et s'engager dans la vie communautaire lui vient de façon naturelle. Il a passé la majorité de sa carrière à la coopérative funéraire de Sudbury à titre de directeur général. Il se lance en affaires et devient propriétaire du salon funéraire Théoret Bourgeois à Nipissing-West en 2005. Franco-ontarien aux racines acadiennes, il a été président du mouvement Richelieu International. Une ville que vous avez bien aimée, mais là aussi, je pense que vous avez eu un genre d'éveil linguistique. Qu'est-ce que c'était à ce niveau-là? Au début des années 80, moi, je croyais qu'Ottawa aurait été pour moi la grande trouvaille. Il y aurait eu là-dedans toutes sortes de belles choses en français. Puis je suis arrivé un peu déçu. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment pas ce que je m'attendais, là. Les francophones, ben, on nous y poussait de temps en temps pour nous envoyer notre bureau, rencontrer des gens, faire un peu de relations publiques, mais en majorité du temps, là, il n'y a pas une grande signification à notre culture et à notre langue. À un moment donné, les gens du Nord sont venus vous recruter. Vous avez travaillé à la coopérative funéraire de Sudbury. Oui. Vous y avez passé une bonne partie de votre Oui. carrière. Racontez-nous ces années-là, comment ça s'est passé à la Des coopérative belles funéraire. années de formation, c'est incroyable. J'étais bien installé dans la région d'Ottawa, puis je m'accoutumais un peu d'être là dans le décor, mais pas plus que ça. Lorsque des gens du Nord ont téléphoné dans les années 84, Denis Rochon, qui était président du... Moi, c'est arrivé un peu par accident. Pendant mes années à l'école secondaire, j'ai fait de la radio, puis j'avais un grand amateur de musique country qui appartenait à un salon funéraire. De la chaîne de famille de Guénette à Kapuskasing, qui avait le salon funéraire à Hearst, à Kapuskasing et à Timmins. Paul-Émile Guénette m'appelait régulièrement puis il disait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au poste? Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté en fait de musique? Alors, on s'assoyait, on écoutait de la musique dans la discothèque dans le temps à CFCL. Puis, à un moment donné, Paul-Émile me dit, bien écoute, si tu n'as rien à faire ce soir, viens accueillir les gens, viens recevoir des messes et des dons. Viens t'asseoir au bureau, jaser les gens. Alors, j'ai commencé à faire ça. Ça a été ma première expérience dans le domaine funéraire. Vous avez choisi, vous êtes retrouvé au Humber College à Toronto. Oui. Changement géographique et linguistique. Oui. Comment c'était de faire vos études en anglais? Ça a été tout un choc. Le petit gars du Nord qui parlait à peine anglais, qui n'avait jamais étudié en anglais, qui arrive à Toronto au collège Humber, et dans une des premières